Hein, c'est pas crier, c'est avec la voix qui chante. Le projet Golden Vanity nous a été proposé par le Festival d'Aix. On a plutôt bien accueilli ce projet-là, sans trop savoir au départ la teneur de ce projet et la grandeur de ce projet. Ce qui nous a surpris en cours d'année, c'est vraiment de voir tout ce qu'il y avait derrière ce projet et comment nos élèves allaient être accueillis autour de ce projet. Le projet était axé d'abord en priorité sur le Golden Vanity, la découverte d'un opéra pour enfants, la découverte de tout ce travail de découverte de leur propre voix, de l'écoute. Donc on a fait tout un travail en amont sur qu'est-ce que l'opéra, la naissance de l'opéra. Donc ça c'était en musique dans les salles, dans la classe. Après le travail avec Anne et en parallèle j'ai travaillé en art plastique sur un carnet de voyage que l'on a progressivement complété avec les expériences tout au long de l'année que nous ont procuré le Festival d'Aix. Donc la visite des ateliers de Venelle, la visite des décors, la visite du camp d'Émile, la découverte de différents opéras, le travail sur la flûte enchantée, les textes différents sur les opéras, les musiques, les sons, l'écoute. Il y a tout un travail en amont qui s'est fait progressivement. Donc nous, on a préparé la partition musicale en amont. C'est un travail qu'on a commencé depuis le mois de septembre, donc qui a eu lieu régulièrement, on va dire tous les 15 jours. Le travail de la mise en scène a été fait par la suite, parce qu'il faut bien que les enfants connaissent leur partition pour pouvoir être à l'aise après sur scène. On va trouver les actions scéniques qui racontent plus ou moins ce qui se passe dans le texte. Okay. Pour plonger dans l'eau, et on va vous voir, non pas plonger dans l'eau puisqu'on n'a pas de piscine, on n'a pas de mer, mais on va évoquer ça, hein, on va raconter ça par le biais de la canne. Le spectacle est conçu en deux parties. La première est née justement d'improvisations faites autour du thème de la Golden Vanity. Et d'après ces improvisations, petit à petit, on a réussi à construire un petit moment scénique d'une vingtaine de minutes qui racontait des relations et toute une histoire. Mais je reconnais qu'il y a des enfants qui ont vraiment très bien intégré le projet, d'autres qui ont vraiment changé d'attitude. On peut même le noter en classe en termes d'écoute entre eux. Et donc du coup, là, il y a un réel changement à ce niveau-là. Là, on est en juin 2014. Pour eux, c'est un beau chemin, c'est une belle expérience, à la fois d'être sur scène et de voir comment ça marche avec l'envers du décor et de voir toutes les exigences qu'on peut avoir sur scène. En même temps, c'est une école de la vie presque pour eux, parce qu'on apprend à vivre avec les autres, on apprend à travailler dur sur certaines œuvres, on apprend à donner de soi, à faire des concessions, à des fois prendre sur soi parce qu'on est fatigué, parce qu'on a faim, parce que je ne sais pas quoi. Je pense que ce projet à l'école lui apporte le bénéfice de pouvoir s'exprimer devant un public et un petit peu cacher cette timidité qu'il a, comme beaucoup d'enfants doivent avoir, cette peur de se présenter, de se mouvoir devant un public sur une scène, tout simplement. On voit presque toujours dans ces phénomènes artistiques des phénomènes d'insertion qui peuvent se passer grâce au travail artistique et grâce au fait que la parole artistique, si vous voulez, qui est différente de la parole verbale, amène à des formes d'expression qui permettent de mettre davantage en évidence les qualités de certains individus dans le groupe.
Alors Bernard Faucroul, on vous a vu dans le film. Pour vous présenter peut-être en dehors de vos responsabilités au Festival d'Aix-en-Provence, je rappelle que vous êtes organiste, compositeur et que vous avez, avant d'arriver à Aix, beaucoup vécu à Bruxelles où vous avez dirigé le Théâtre de la Monnaie. Carole Diamant, vous êtes déléguée générale de la Fondation Égalité des chances. Vous avez été très longtemps professeur de philosophie notamment. Vous l'êtes encore. Vous l'avez été en Afrique et dans des zones dites sensibles, et vous êtes aussi à l'origine de l'ouverture des classes ZEP à Sciences Po. On va revenir sur ces expériences. Alors, la question qui vous est soumise à tous les deux, c'est l'art facteur de lien social, point d'interrogation. Alors évidemment, si vous me répondez non, je vais être bien embêtée pour vous interroger. Donc on peut se dire que peut-être le point d'interrogation, en tout cas entre nous ici, on va le laisser tomber. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire l'art facteur de lien social? Eh bien peut-être que facteur, c'est le facteur comme à la poste, c'est-à-dire celui qui peut-être aujourd'hui a une sacoche moins pleine qu'avant parce qu'il a été lui aussi victime de la numérisation des messages, mais c'est le messager et il vient apporter du lien social dans la société française qui parfois en a besoin, ou même peut-être plus loin. J'ai une première question à tous les deux. Pourquoi vous vous êtes impliqués l'un et l'autre dans cette histoire de rendre l'art accessible à des gens qui n'étaient pas demandeurs? Pour reprendre la phrase de Lacan, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est la définition de l'amour. Elle est très simple, la réponse. Pourquoi je me suis impliquée en ce qui me concerne? C'était pas du tout une démarche idéologique, c'était pas une démarche théorique, c'est juste une nécessité quand on est face à des adolescents. C'est-à-dire que soit on accepte la scission entre ce qu'on représente, je ne parle pas de la personne, du prof, entre ce qu'on représente, c'est-à-dire une institution, et 30 gosses, enfin qui ont 17 ou 18 ans, soit on accepte ça, et puis ben voilà, on prend son petit cartable, on y va tous les matins, on repart tous les soirs chez soi, c'est pas le même quartier chez soi, et ça va comme ça, ou alors c'est insupportable. Et comme on est l'adulte, c'est quand même à nous, il me semble, c'est nous qui sommes responsables des enfants, pas l'inverse. Enfin, en tout cas, il faut le rappeler de temps en temps. Et c'est dans cette responsabilité-là qui m'a paru absolument nécessaire de trouver tout ce qui était possible, tous les bouts de ficelle possibles. Et l'art était un très, très joli bout de ficelle. C'était une façon d'être leur professeur. C'était une façon d'entrer en lien. De la fonction. Vous avez posé la question du facteur. En fait, vous m'y faites penser, du coup, et moi j'aurais dit vecteur plutôt que facteur, parce que c'est vraiment un passage presque direct. Or, c'est ce passage direct qui est si difficile à avoir, qui est si difficile à obtenir, mais sans lequel on ne parle pas de transmission, on parle de rien. On occupe le temps. Ce qui est pas forcément condamnable. Enfin, on peut être professeur sans s'impliquer autant que vous l'avez fait, puisque on va y revenir. Je vous réponds pas, mais je suis pas d'accord avec vous. Vous allez me répondre alors. Mais d'abord, Bernard Faucroul. Alors, dans mon trajet, d'abord comme artiste et ensuite comme responsable culturel, la question du lien, elle est présente à chaque moment. Le travail artistique, l'œuvre d'art, le travail de l'interprète, le travail du directeur d'opéra ou que sais-je, il est en permanence sur la question du lien, parce que le lien est intrinsèque à l'œuvre d'art. Je crois qu'on en a bien parlé juste avant et pendant une bonne partie de la journée d'hier. Donc, d'ailleurs, ce colloque est une magnifique occasion de faire lien à tous les niveaux. Mais en même temps, j'ai envie de répondre non à votre question. Pourquoi? Parce que je vois aussi qu'il y a le risque de voir dans l'art, et surtout aujourd'hui avec l'immensité des problèmes sociaux, de voir dans l'art le remède ou un des remèdes à la fracture sociale. Et là je dis attention, ne nous trompons pas, nous artistes et responsables culturels, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, notre mission n'est pas celle-là. En même temps que je dis cela, d'emblée, je suis prêt à parler du lien social que je vois à travers la dimension artistique. Mais je pense qu'il est important de savoir d'où nous parlons. Et nous parlons, me semble-t-il aujourd'hui, à partir du secteur culturel, à partir du secteur artistique. Et donc, c'est important de le redire pour ne pas tomber dans une sorte d'instrumentalisation qui ferait que très vite, l'art perdrait
à la fois sa spécificité et d'ailleurs son objectif de lien social. Alors, Carole Diamant, on reprend. Je vous ai agacé, vous dites non, on n'occupe pas le temps. Peut-être que vous pouvez revenir sur vos expériences. Alors, vous avez été, je le disais, professeur de philosophie en Afrique. Je crois que c'était à Abidjan, précisément. Vous aviez des classes avec 63 nationalités. Toutes les couleurs. Et toutes les couleurs, et toutes les cultures, et toutes les religions. Alors, comment on fait pour mettre tout le monde d'accord sur Descartes? Oui, on apprend beaucoup quand on a 23 ans, c'est-à-dire pratiquement l'âge des élèves. On apprend beaucoup parce que tout d'un coup, on se trouve confronté à des enfants qui sont tout à fait prêts à l'époque, hein, ça fait quand même un long moment, donc des enfants qui étaient parfaitement prêts à écouter le professeur, à le respecter, à apprendre. Et en même temps, on se rend compte dans la classe que on se rend compte de l'implicite du prof, de soi-même. On se rend compte de son propre implicite, c'est-à-dire qu'on se rend compte que sur certains publics, l'implicite passe très bien, et il n'a pas de raison d'être explicité, et là on se rend compte de rien. Et puis sur d'autres publics, on a l'impression que l'implicite n'est pas. C'est-à-dire qu'il va falloir expliciter l'implicite. Et l'implicite de notre culture, comme de toutes les autres cultures du reste, il est énorme. C'est énorme l'implicite. Il est dans le langage, il est dans la manière dont on aborde les questions, il est dans la conviction absolue que la logique, la rationalité logique linéaire, c'est la manière dont on doit enseigner, c'est la manière dont on doit comprendre le monde, puisque quand on est professeur de philosophie, on essaie de travailler sur ce sujet-là, la compréhension du monde. Et donc, en fait, on découvre ses propres implicites à 25 ans, ou enfin très jeune. Et si bien que plus jamais on ne peut les oublier. C'est-à-dire plus jamais on ne peut oublier qu'on a été élevé dans une culture, ce qu'on ne sait pas quand on a 20-25 ans. On pense que ce qu'on a appris, on l'a appris, et donc c'est plus ou moins vrai, mais voilà, il n'y a que ça. Or, quand on se trouve confronté à la mise en lumière des implicites, d'abord il faut les découvrir. C'est pas si simple du tout ce travail-là. Et ça n'est que par la découverte des implicites, des principes implicites, des hypothèses de départ, qu'on peut en effet parler à un public qui n'a pas ces implicites. Et du coup, on a un regard sur ce qu'on dit, c'est-à-dire toute la tradition philosophique pour le professeur de philosophie, tradition philosophique occidentale, comme si aucune autre philosophie n'existait nulle part ailleurs. Eh bien, on est plongé très jeune, très tôt, dans l'idée qu'on transmet quelque chose de magnifique. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est une chose parmi d'autres, c'est une culture parmi d'autres. Et ça renvoie le professeur à une position qui est beaucoup moins dominatrice. Je crois que ça renvoie à ça. Et vos élèves, comment ils recevaient Descartes, justement? Ceux qui n'étaient pas occidentaux, en tout cas. Alors, il y a eu des choses très drôles, et notamment, je me souviens, j'étais très jeune, mais j'ai dû garder ça au fin fond de ma cave, un article d'une jeune professeure de philosophie qui était dans un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire, qui arrivait toute comme moi, fraîche et moulue de sa culture, et qui racontait beaucoup mieux que moi. Donc, je vous raconte ce que disait cette femme, je ne le reprends pas à mon compte, ce ne serait pas honnête, mais c'était magnifique. Elle disait, mon expérience d'ailleurs, j'ai enseigné Descartes, et alors je voyais que les enfants comprenaient parfaitement ce qui se passait avec Descartes, enfin suivaient parfaitement le discours de la méthode, qui est d'ailleurs facilement explicitable de manière linéaire, c'est assez facile, il nous trace le chemin Descartes, alors elle y va, elle raconte sa petite histoire, elle fait le discours de la méthode, et puis elle dit en fin de parcours, je suis toute surprise, parce que je suis quand même en Afrique noire, donc je me dis, ça doit être difficile pour ces enfants. Pas du tout, les gosses étaient très contents, elle avait une classe beaucoup plus homogène que la mienne, c'est-à-dire beaucoup plus africaine, que la mienne était beaucoup plus mélangée, et elle dit, à la fin de cette histoire, je pense, le cogito cartésien, c'est-à-dire être. Alors là, c'est bon, vraiment, on est en plein dans le sujet. Être, c'est penser. Être, c'est penser. C'est ça le cogito cartésien. Être, exister, c'est penser. Et alors elle dit, voilà, alors je craignais un peu les questions, puis tout d'un coup, quand j'ai eu terminé mon explication et qu'ils ont bien suivi mon explication, les mômes se sont mis à applaudir et à rire comme des fous en disant, ce type-là, il est trop fort. Et alors, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'évidemment, ils avaient suivi l'explicitation, ils avaient parfaitement compris Descartes, pourquoi on ne le comprendrait pas d'ailleurs, il est assez clair, il fait partie des auteurs clairs, assez clairs, Descartes, mais simplement, ils n'y croyaient pas. C'est tout, point. Ils n'y croyaient pas. Alors, de là, évidemment, le professeur comprend que lui, il y croit. Enfin, il pensait qu'il pensait, le professeur, mais maintenant, il découvre qu'il croit, le professeur. Et là, on a gagné beaucoup. C'est une très très belle histoire en tout cas. Et donc ensuite vous avez été professeur aussi, je le disais, dans des zones compliquées également. Comment vous avez décidé de militer pour l'égalité des chances?
Oui, alors, je n'ai pas du tout décidé de militer. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là, je le regrette. Je n'ai pas eu une conscience politique assez importante. J'ai effectivement travaillé presque 20 ans en ZEP, simplement parce qu'en venant d'Afrique et de cet établissement où il y avait tant de nationalités, je ne m'imaginais pas dans un public homogène. Je n'avais pas envie d'avoir un public homogène, ni tout noir, ni tout blanc, ni tout métis. Encore métis, ça pouvait me satisfaire. Mais je n'avais pas envie d'un public homogène. Donc je suis allée dans des endroits où je savais que le public ne serait pas homogène. Et j'ai continué de travailler de cette manière-là et d'écouter les enfants, qui sont des grands enfants, les miens, et de les voir évoluer. Parce qu'entre les premières années où j'ai commencé à travailler ici, c'était les années 90, et puis 10 ans après, par exemple, il s'était passé beaucoup de choses et ça avait évolué très très vite. J'ai oublié votre question. Ma question, c'était comment vous êtes arrivé à la Fondation de l'égalité des chances, mais vous m'en avez suggéré une autre en parlant. Ça a évolué comment ? Cette évolution que vous décrivez là, l'évolution. Sur les 20 dernières années. En fait, les premières années, c'est-à-dire les débuts des années 90, je me trouvais à Créteil à ce moment-là, dans la ville de l'Académie de Créteil, mais dans la ville de Créteil, et j'avais face à moi un public diversifié, c'est vrai, hétérogène, c'est vrai, mais qui ressemblait comme un frère au public que j'avais en Afrique, et en tout cas un public qui était très peu contestataire et qui était très peu engagé. Alors j'avais un public maghrébin très largement, mais très peu engagé sur les questions religieuses, par exemple. Pas du tout, c'est-à-dire on n'avait pas de gens à ce moment-là qui faisaient Ramadan, par exemple, ou très très peu, c'était vraiment à la marge. On avait peu de gens qui se déclaraient croyants, on avait des gens qui allaient à l'école et qui essayaient d'en tirer le meilleur. Et j'ai vu progresser, j'enlève le mot progrès, j'ai vu évoluer tout ça, je ne porte pas jugement, j'ai vu évoluer tout ça, et ce que j'ai vu arriver avec le temps, et qui est devenu donc crucial et vital pour le professeur que j'étais, c'est un isolement des personnes et des pensées. Un isolement véritable, c'est-à-dire je les ai vus s'éloigner, pas de moi comme personne, parce que comme personne on y arrive toujours, parce qu'on a un corps, et qu'on peut parler avec ce corps, et qu'on peut jouer, et qu'on peut... Alors on peut s'amuser ensemble, ça va. C'était pas la personne, mais je les ai vus s'éloigner vivement, fortement, d'abord de manière méfiante, et puis de manière déterminée, ça c'était beaucoup plus angoissant, du contenu de savoir, dont j'avais cette force, cette chance de savoir qu'il était relatif. Mais quand même, je les ai vus s'en éloigner, s'en méfier, s'en éloigner, puis le repousser. Et donc développer un isolement qui est devenu effrayant pour moi. Alors on en vient à l'origine de la question, c'est-à-dire la Fondation pour l'égalité des chances. Vous m'avez dit au début, ça s'imposait. Oui, ça s'est imposé. C'est-à-dire ce qui s'imposait pour moi au moment où j'ai vu ces choses évoluer, c'est refaire le lien, puisque c'est le sujet vraiment de cette table ronde. C'est comment on a fait pour que le lien se délite, et comment on fait pour le raccrocher. Alors j'ai tout fait, et j'aurais fait les pieds au mur si j'en avais été capable. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'ai eu cette chance, d'abord je parlerai volontiers de cette expérience avec l'opéra. J'ai eu cette chance d'aller à l'Opéra de Paris. J'avais entendu dire, il y a longtemps déjà, il y a plus de 10 ans, j'avais entendu, ou une dizaine d'années, j'avais entendu dire qu'ils s'intéressaient à ces questions. Je suis allée les voir en leur disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec mes élèves, en l'occurrence de Saint-Ouen. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire et qui donne bien le fond de la matière véritable, c'est qu'à l'opéra, il y avait 10 mois d'école d'opéra, Daniel Fouache qui m'a reçu et qui m'a dit, mais vous savez, vos élèves sont en terminale, je tenais moi à les faire tricoter, travailler sur ces questions-là, liées au travail qu'on avait à faire pour le bac, parce que malgré tout, ils doivent passer un bac, c'est beaucoup de travail, il faut entrer dans les textes, donc je tenais à ce que ce soit lié. À l'opéra, ils avaient un programme sur les étudiants, ils avaient un programme 10 mois d'école et d'opéra, ils m'ont dit, aucun de ces deux programmes ne vous convient, on va en tricoter un pour vous. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est ça, faire du lien. C'est ne pas répéter mécaniquement quelque chose qui existe, mais dire, voilà, vous arrivez avec une question nouvelle, d'une manière différente, venez, on va essayer de travailler ensemble, on va voir ce qu'on peut faire. Et l'Opéra de Paris m'a proposé, à partir de ce qu'ils avaient, c'est-à-dire faire visiter l'opéra et tous les métiers, donc on a déjà dit ça, j'y reste pas trop longtemps, tout le public le sait aujourd'hui, donc nous ont proposé de venir une semaine à l'opéra. Quant à moi, j'ai essayé de tricoter avec les textes des philosophes et j'ai trouvé le texte de Nietzsche que certains connaissent peut-être, et je le recommande, tout bizarre qu'il est, La naissance de la tragédie, qui développe la question de l'œuvre totale, c'est-à-dire de l'opéra. Il se trouve que La naissance de la tragédie, Nietzsche, ça nous conduit à Wagner. J'ai donc dit à l'opéra, vous avez un truc de Wagner ? Et ils m'ont dit, on a un truc de Wagner, c'est Parsifal, et franchement, là, c'est le pire que vous puissiez avoir. Il n'y a pas plus difficile. J'ai dit d'accord, mais on n'a pas le choix. Donc on va aller chez Parsifal.
Et on a donc passé cette semaine. Alors, ça veut dire que tout l'opéra, tous les métiers, et ça a été dit, mais je le redis avec force, ont ouvert les portes à des enfants qui ne demandaient rien. Ils ne demandaient rien. Moi, je voulais qu'ils préparent leur œuvre pour le bac, et eux, les gosses, ils ne demandaient rien de spécial. Mais toutes les portes ont été ouvertes. Et donc, ça veut dire que toutes les mains ont été tendues. Ça veut dire que pour certains élèves ont accroché sur les métiers des costumes qui sont si magnifiques à l'opéra, d'autres sur les métiers d'autre chose, d'autres sur l'architecture, d'autres sur les abeilles qui sont sur les toits, enfin tout ce qu'on voudra. Ça n'a pas d'importance. On a 30 gosses, on en a 25, ils ont 25 possibilités différentes. Plus on tendra de main, et plus on aura des chances de toucher la leur. Ça, c'est une première chose. Et puis, cette affaire-là se terminait. Donc, un petit travail sur la semaine sur Wagner, mais vraiment très peu, parce qu'à l'opéra, ils n'aiment pas beaucoup répéter devant des gens. Ils n'aiment pas produire les répétitions en public. Et quand même, ils ont accepté de le faire pour nous, un petit peu les chœurs, un petit peu les instruments, mais très peu quand même. Et puis, il y a eu cette fameuse représentation de la fin de la semaine. Alors, j'étais quand même un peu inquiète de voir ces enfants arriver sur Parsifal, dont on m'avait dit jamais, c'est trop difficile, ils n'y arriveront pas. Bon, déjà, j'ai vu arriver toute ma classe, les filles en particulier, habillées comme je ne les avais jamais vues. C'est-à-dire reconnaissant les us et coutumes de l'endroit qui les accueillait et joyeuse de mettre une belle robe. Joyeuse de mettre une belle robe, mais je pense à une expression constante de Catherine Ferrand qui dit faire honneur à ses privilèges. Et elle parle des adultes quand elle dit ça. Mais là, les gosses, spontanément, ils avaient fait honneur à leurs privilèges. On les invitait à l'opéra, eh bien, ils faisaient honneur à cela. Et vous voyez le lien social qui s'établit à ce moment-là. Et puis, ils sont entrés dans la salle, ils ont assisté à Parsifal, qui est long, qui est long et un peu symbolique quand même. Et puis, arrive à côté de moi, un peu à la ramasse, un peu en retard, un jeune garçon de ma classe, avec un cocard comme ça, complètement, il n'était pas venu la veille. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, jamais, parce que ça leur arrive la nuit et que nous, les professeurs, on nous protège de ça. On ne nous dit pas ce qui est arrivé la nuit. Je me dis, le pauvre garçon, ça va être bien Parsifal, il avait la tête comme ça, le cocard comme ça. Et donc, je tremblais un peu pendant cette première partie. Il y a un entracte à Parsifal. Et à l'entracte, et j'en aurais terminé sur ce récit-là, je me retourne vers lui et je lui dis alors... Et je ne vais pas faire dans le pathos et vous dire ce que je vois dans son visage, mais en tout cas, sa phrase, c'est « cette musique, ça me perce ». J'ai tout compris à ce moment-là. J'ai compris l'isolement, j'ai compris l'impossibilité pour moi de les laisser dans cet isolement et de trouver le moyen de les percer. Pardon pour cette image un peu forte, mais enfin avec le Graal, avec la lance, avec Parsifal, ça va très bien. C'est peut-être ça d'ailleurs qui l'avait conduit à trouver ce mot-là. C'est tout ce qu'il m'a dit. Cette musique, ça me perce. C'était un rappeur, ce garçon, qui faisait du rap en banlieue. Et je me suis vraiment dit, il faut percer. Cette carapace n'est pas naturelle. Il faut la percer. C'est à nous d'aller vers eux. Et la Fondation Égalité des chances, pour quand même répondre à cette question cruciale, la Fondation Égalité des chances est une fondation qui est fondée, qui a été voulue à la fois par l'Éducation nationale, puisque sans quoi j'aurais jamais pu la faire. Je suis professeur et je reste professeur. Je suis salarié de l'Éducation nationale, même quand je fais tourner la Fondation. Et par 7 entreprises, au départ, maintenant on est 9 entreprises, 7 entreprises du CAC 40, ces gens-là ont compris l'un et l'autre qu'il fallait tisser des liens pour pouvoir en tisser avec les enfants. Et les enjeux, évidemment, je ne vous les développe pas, parce que je crois que Diane Dufour les a fort bien développés, les enjeux, tout à l'heure, les enjeux politiques. Je ne parle pas de là, je ne parle pas de cet endroit-là. Je parle de l'endroit du professeur de philosophie, qui doit faire d'abord dans la rationalité. Eh bien, l'art, en l'occurrence ici la musique, ça a permis d'aller au-delà d'une rationalité qui était contestée par les enfants. La rationalité, elle nous fait dominants et parfois dominateurs. La musique, l'art, l'émotion esthétique, l'émotion corporelle dont tout le monde a parlé, j'y reviens pas, je redéveloppe pas tout ça parce que ça a été dit tout ça. Cette émotion-là, quand elle passe et qu'elle perce, eh bien, on a gagné le lien. Il suffit d'une fois dans la vie pour que les enfants sachent que ça existe. C'est pour ça qu'on n'a pas assez d'argent, qu'il nous en faut plus. C'est un appel. Il nous en faut plus, évidemment. Mais si un enfant a été touché une fois, le loquet qui s'est ouvert ne se refermera jamais. On a ouvert quelque chose de commun entre eux et nous, l'émotion esthétique, l'émotion corporelle, le développement de la sensibilité. Ça a été dit tout à l'heure, l'esthétique, le rapport esthétique. Je n'y reviens. Carole Diamant, vous avez entamé le dialogue aussi avec Alain Kerlan qui dénonçait la condescendance parfois qu'on peut avoir quand on évoque ce genre de sujet. Bernard Faucroul, alors,
je ne vais pas vous demander de réagir à ce que vient de dire Carole Diamant, parce qu'il y a beaucoup de choses. Présentez-nous ce que vous faites, vous, au Festival d'Aix-en-Provence, et pourquoi vous avez mis tout ça en place. Alors, peut-être que pour illustrer la question qui est posée maintenant, je pourrais vous très rapidement contextuer le petit extrait qui vous était présenté dans le film. Pourquoi d'abord la ville de Gardanne, qui est une petite ville ouvrière et minière, très proche d'Aix, qui a pris la crise en pleine figure, mais qui se bat sur plein de terrains, sur le terrain notamment de l'art, mais aussi de l'intégration. C'est une des communes en France qui tente de donner une place aux Roms sous une forme qui soit digne. Et cette commune est venue à la rencontre du festival, a pris contact avec Frédéric Tessier pour demander dans quelle mesure on pouvait les accompagner dans un travail qu'ils avaient déjà initié l'année précédente sur la voix et sur l'opéra. Et donc très très volontiers, on est allé à leur rencontre et on a imaginé, j'ai fait cette proposition de cette petite pièce de Britten, qui n'est pas facile à chanter d'ailleurs, et on sent bien là qu'il y a une différence de culture. Britten, il écrit pour des enfants, ou il écrivait pour des enfants qui en Grande-Bretagne chantent de manière tout à fait régulière, et on ne parle pas uniquement des maîtrises des cathédrales, mais où le chant est encore une valeur commune. Et on voit bien que dans nos pays latins, pour l'instant, le chant est une chose qui est difficile. Mais peu importe, on s'y confronte, on travaille là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un formidable processus qui s'est mis en œuvre. Et le projet s'est développé à la fois au cœur de l'école, mais aussi avec les familles, avec les parents, avec une dimension intergénérationnelle. Et au terme de l'année, nous sommes allés au Camp des Milles, qui est évidemment, dans la région, le lieu qui est par excellence le lieu de l'exclusion. Et la pièce de Britten est une pièce sur l'exclusion. Est-ce qu'on peut rappeler, Bernard Faucroul, rapidement ce qui s'est passé au Camp des Milles? Alors, très rapidement, le Camp des Milles, c'était un camp d'internement pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu trois phases successives. D'abord des Allemands, parce qu'ils étaient Allemands, ensuite des résistants, parce qu'ils étaient antifascistes, et puis finalement les Juifs, qui ont été les victimes les plus ciblées, et dont plusieurs milliers ont été... Vous faisiez un passage là avant d'aller à Drancy et de partir. Voilà. Et donc, c'est évidemment un lieu qui est très symbolique et qui nous semble important de faire vivre aussi sur le plan artistique. Et le fait pour les enfants et les familles de Gardanne d'aller voir le travail présenté au cœur du Camp des Milles est évidemment un geste symbolique qui renforce, je pense, cette dimension du lien social, puis la dimension relativement diverse des publics et des personnes qui ont participé. Mais à partir de cet exemple-là, je voudrais vous emmener sur un autre projet que nous avons réalisé il y a 2 ans, et auquel Mark Withers, qui est ici, qui vient de LSO Discovery, a pris une part active. Là, nous sommes allés à la rencontre de la communauté comorienne de Marseille. Et je voudrais dire à Alain Kerlan que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que vous avez dit, mais je n'ai pas perçu tellement hier que le fait d'aller à la rencontre, c'était une démarche de paternalisme. Moi, je pense qu'en tant qu'institution culturelle, aller à la rencontre, c'est se déplacer de son territoire pour aller vers... Et aller vers, ça peut être aussi pour prendre connaissance, pour se mettre à l'écoute. C'est ce que nous avons fait, non pas dans un projet sur le temps scolaire, mais dans un projet dans le monde associatif. Nous avons pris contact avec une association qui regroupe des familles comoriennes. Vous savez que Marseille, c'est la plus grande communauté des Comores au monde. On parle d'une centaine de milliers d'habitants qui viennent des Comores, qui sont assez dépourvus de liens avec leur culture d'origine. Et Mark Withers et Thierry Thionyang, chorégraphes, ont fait avec des femmes, leurs enfants, quelques ados, 2 musiciens du LSO et 3 jeunes musiciens provençaux qu'on appelle des musiciens relais, que l'on forme à la médiation. Ils ont mis en œuvre quelque chose qui aurait pu n'aboutir à rien d'autre qu'un travail de chant, de danse, mais qui est devenu un petit spectacle, un vrai bijou, qui était donné d'abord à Marseille, à Aix, et qu'on a trouvé tellement beau qu'on est allé le donner à Londres, à St. Luc, au cœur du London Symphony Orchestra. Et cette expérience-là, nous l'avons tous vécue comme particulièrement forte et émouvante, parce que je pense que les uns et les autres, on s'est déplacés, et que le fait de travailler sur des berceuses de ces îles Comores,
merveilleuse musique avec des textes très, très, très durs en partie, parce que les berceuses là-bas, c'est pas uniquement faire dodo, c'est aussi raconter la vie et la dureté de la vie qui se transmet de génération en génération. Il est sorti un petit bijou d'une bonne demi-heure, d'une intensité artistique et émotionnelle absolument formidable. Alors, dans l'exemple que je vous donne, mais très clairement, ça nous a tous enrichis. C'est-à-dire le fait de pouvoir, et que pour les familles, notamment pour les femmes, au sortir de la première, je me souviens de leur émotion, elles en pleuraient en disant « c'est la première fois qu'on nous entend dans ce répertoire-là ». Et il y avait une sorte de dignité et de reconnaissance, mais pour nous, et je pense que pour Marc et pour les musiciens du LSO et pour Frédéric et pour nous tous, c'était une expérience absolument enrichissante. C'est-à-dire qu'une partie de leur culture, nous avons pu nous l'approprier. Et de ce point de vue-là, je pense que si on en vient à la question du lien social, on pourrait dire que plus il y a de différences entre des traditions culturelles ou des origines culturelles et sociales, plus l'art peut faire un effet absolument extraordinaire d'appropriation, de rencontres et de chemin et de cheminement ensemble, si vous voulez. Alors, je me rends compte que cette petite expérience-là n'a pas changé, dans le fond, la difficulté de vie de la communauté comorienne à Marseille. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous n'avons pas réduit cette fracture-là, parce qu'elle a un tas d'autres éléments économiques, sociaux, sur lesquels nous n'avons pas pu avoir d'action véritable. Mais je pense que pour nous, là où nous sommes, et pour cette communauté, avec laquelle d'ailleurs nous gardons des liens, les femmes sont venues voir l'enfant et les sortilèges avec leurs enfants, elles viennent maintenant chaque année au festival, il y a une sorte de fidélisation qui s'est créée, et je crois que cette fidélisation, c'est pas uniquement que ça nous permet d'apporter une bonne parole, c'est tout simplement que ce public-là, c'est le plus beau public qui soit quand il arrive au festival. Alors, ce que vous décrivez là, c'est une approche un peu interculturelle. Ça va nous expliquer tout ce qui vous apporte aussi avec les berceuses comoriennes que vous connaissiez peut-être, mais que, en tout cas, beaucoup de gens ont découvert à cette occasion. Donc, effectivement, l'inverse de la condescendance dont on pouvait parler. Ça apporte quoi, une approche interculturelle, fondamentalement ? Ça nous apprend à être citoyens du monde. C'est-à-dire, on vit quand même dans un monde, enfin, on en a parlé en termes d'image, etc., qui est complètement globalisé. Le fait de se dire que l'autre n'est pas uniquement un étranger, voire une menace, mais qu'il peut être, dans sa proximité géographique, quelqu'un qui est porteur d'une richesse formidable, c'est une expérience forte. En 2008, j'ai fondé avec Monet Madouane, qui est un chanteur palestinien qui avait quitté Gaza, nous avons fondé un chœur qu'il a appelé le chœur Ibn Zaïdoun, et qui depuis lors répète pratiquement toutes les semaines de l'année, alternativement sur Aix et sur Marseille, et qui pratique la musique arabe de tradition classique, je veux dire. Et d'année en année, le répertoire du chœur s'est agrandi. Ils ont travaillé Mahmoud Darwish, et puis maintenant ils travaillent en opéra. Ils ont créé un petit opéra inspiré de Kalila Wadimna, qui est un recueil absolument magnifique qui vient de l'Inde et qui est passé dans la culture arabe à travers la Perse, etc. Et c'est une étape sur un opéra entièrement professionnel que Monem va construire pour 2016. Mais pour ce chœur et pour nous, festival, cette expérience de travailler sur la langue arabe, sur une culture qui a d'ailleurs influencé La Fontaine, parce que ce sont des fables animalières qui nous viennent de très très loin, ce sont des moments, si vous voulez, de déplacement collectif et d'enrichissement mutuel. Un autre exemple sur lequel nous commençons à travailler pour l'instant, en 2015, nous allons présenter au festival un opéra qui est en train d'être terminé par Jonathan Dove, qui est un compositeur britannique. Cet opéra sera dirigé par Simon Rattle à Berlin, à Londres et à Aix, avec des forces musicales chaque fois relativement différentes, sauf qu'il y aura une vingtaine de musiciens du LSO qui viendront à Aix. Il y aura 30 musiciens qui viennent de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, donc de l'ensemble du bassin méditerranéen, quelques chanteurs professionnels issus de l'académie, et 300 amateurs, des enfants, des collégiens en majorité, des collégiens et des adultes amateurs, qui vont, sous la baguette de Simon Rattle, donner un opéra
qui va évoquer le Thésée et le Minotaure. Alors ces moments-là, on n'est pas vraiment dans l'interculturel là, mais on est dans un partage entre professionnels au plus haut niveau et amateurs ou jeunes professionnels. Ce sont des moments d'une extraordinaire richesse, si vous voulez, à la fois pour ceux qui participent, mais aussi, et pour eux, ça va être un trajet de 7 mois de travail, hein, à peu près hebdomadaire, mais aussi pour le festival en tant que groupe, en tant qu'institution. Et puis ça nous fait réfléchir, ça nous fait rêver sur ce que notre vie culturelle pourrait devenir si ce genre d'expériences, qui sont aujourd'hui encore relativement rares et isolées, devenaient davantage au cœur même de nos pratiques. Carole Diamant, vous êtes un petit peu réservée sur ces approches interculturelles. Je trouve ça formidable, mais c'est pas mon angle de regard, c'est pas mon regard, c'est pas la manière dont je vois les choses. Parce que comme j'ai cette expérience très lointaine, moi, je suis professeur avant toute chose. D'ailleurs, je l'ai pas voulu, mais il s'est trouvé qu'une fois que j'y étais, je trouvais que c'était formidable d'être professeur. Et donc, en étant professeur, j'ai qu'une seule ambition, j'ai vraiment qu'une seule ambition, et ça n'est pas d'enseigner ma discipline. C'est pour ça que je vous disais, je suis pas d'accord tout à l'heure. Un professeur, c'est pas quelqu'un qui débite un discours avec un contenu. C'est pas ça un professeur. Ça, c'est un conférencier, par exemple. Ça peut être un métier. Un professeur, c'est quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, la question du travail sur la culture de l'un, du travail sur la culture de l'autre, c'est pas ma question. C'est pas ma question, parce que ma question, c'est comment, de là où je viens et de là où il vient, puisque j'apprends maintenant, c'est un peu nouveau, mais c'est comme ça, on ne se rejoint plus. C'est comme ça, les gosses nous montrent qu'on ne se rejoint plus. Et bien, comment je fais, et à l'aide de ma culture, parce que j'ai rien d'autre, hein, je ne suis pas armée, je n'ai que ça, et lui n'a que ça aussi en face de moi, comment je fais pour entrer en contact avec lui? Parce qu'à partir du moment où on est en contact, je ne repousse pas du tout votre manière de travailler, mais ce n'est pas du tout mon angle de regard, ce n'est pas du tout mon regard. C'est à partir du moment où on a un échange et où on est capable de dire bah, « tiens, tu vois, moi j'aime ça et toi t'aimes autre chose », ça va, ça y est, c'est gagné, on peut faire une société. La société, on n'a pas de raison qu'elle soit homogène. Même en tout quand cas, il a une page Facebook avec I like l'État islamique. Ben, je redis encore une fois, moi je suis professeur. Il faut que je sois honnête. Hein. C'est ce qui me vient quand vous dites ça. C'est non, sûrement pas. Mais en réalité, c'est pas ma position. Ma position, elle n'est pas de porter un jugement. Je vais le dire autrement. Ma position n'est pas de porter un jugement sur la manière dont les enfants se débrouillent pour survivre dans une société dans laquelle ils ne trouvent plus leur place. Et je trouve que je suis en partie responsable comme adulte du fait qu'il ne trouve pas sa place. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Après, le type, il va chercher Ben Laden ou il va chercher je ne sais quoi, Al-Qaïda. Je m'en désole absolument. Et je me dis, mais si Parsifal passe, si ce garçon est percé, ça veut dire qu'on peut échanger, lui et moi, ou cette fille. On peut échanger quelque chose. Si on échange quelque chose, ce contre quoi on va lutter, c'est le rejet de l'autre, c'est la violence contre l'autre, c'est la volonté de mort de l'autre. Et j'ai pas besoin de juger du discours tout fait, puisque Facebook m'apporte le discours tout fait. J'ai pas besoin de ça. Enfin, c'est pas mon travail de professeur. Je les enfants tout jeunes, 17 ans, 18 ans, je les ai tout jeunes. C'est là où je dois leur dire, juste, nous sommes des hommes et on a bien du mal à vivre sur cette terre, parce qu'en plus on a des problèmes de pollution, maintenant qui sont d'autres types de problèmes qui nous échappent un peu. On est dans le même bateau qui va couler ou pas couler, selon qu'on va pouvoir se serrer les coudes ou pas se serrer les coudes. C'est ça ma manière de voir. Enfin, il y en a plusieurs manières de voir, mais ça, c'est la base même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre me regarde comme son autre, pas comme un autre avec un A majuscule, pas comme une altérité impossible à réduire, une altérité définitive, comme si nous n'étions pas de même nature, mais à partir du moment où il me regarde en disant bah, celui-là qui est quand même bien mon autre, il est autre de 1000 manières, et notamment par la raison. Cette raison dont, je ne vais pas faire un cours de philo, mais dont la plupart des gens ici, peut-être tout le monde, savent que Foucault a bien dit que parfois elle était extrêmement dominatrice et que parfois elle était extrêmement castratrice et que parfois elle mettait les gens en prison. Voilà. Eh bien, cette raison, elle est merveilleuse, elle est formidable, mais on sait ce qu'elle a fait. Je ne vais pas y revenir. Je parle de Foucault parce que c'est le plus doux. On pourrait remonter aux années 40 et ce serait beaucoup moins doux ce qu'a fait la raison. Cette raison, elle est dominatrice. Elle n'est pas que
mais elle est dominatrice, c'est-à-dire qu'elle se donne comme étant la voix de la vérité. À partir du moment où on a cette chance formidable d'avoir des supports qui vont toucher les corps et la sensibilité des êtres, alors nous allons nous toucher les uns les autres à l'endroit où nous sommes semblables. Leur culture, c'est aussi une forme de raison. Ma culture, c'est aussi une forme de raison. On va pouvoir se disputer sur tout ça. Mais sur l'émotion esthétique qu'on a éprouvée, on se disait avec Catherine Ferrand, après le petit concert hier, que toutes les deux, à distance, on avait eu la larme à l'œil, on n'en était pas fiers. J'ai vu le spectacle de 10 mois d'école et d'opéra cette année. Je suis allée le voir avec Catherine dans des conditions professionnelles. Je suis sortie en sanglots. Et alors Catherine Ferrand me présentait les gens qui avaient travaillé et j'étais honteuse. J'avais honte parce que je ne pouvais pas parler. J'étais en sanglots. Quand on est en sanglots, d'abord c'est qu'on est un peu sensible, il faut que ça se calme. Mais quand vous allez pleurer tout à l'heure, je vous préviens. Je vais encore pleurer. Oui. Avec la maîtrise de cœur d'enfant de l'opéra. Et vous pouvez compter sur moi. Alors, en tout cas, quand on pleure ensemble, grâce à un vecteur, qui n'est pas un facteur, parce qu'il n'a pas de lettres, il n'a pas quelque chose, le facteur, il n'a pas quelque chose qu'il vient vous apporter, il est lui-même un vecteur, qui passe d'un corps humain sensible, que nous sommes, et si on écoute Darwin, on était très fortement ça au départ, à un autre corps humain sensible. Alors peut-être qu'ensuite le langage articulé, le langage de la parole, va s'appuyer sur une forme de similitude, au moins d'analogie, et qui peut-être va pouvoir nous aider à nous dire pourquoi les tours jumelles c'est quand même un peu dur, pourquoi décapiter un homme c'est aussi assez dur, pourquoi avoir envie de partir loin dans le désert pour peut-être décapiter un homme ou soutenir une idéologie. Il faut donner du sens à tout ça. Je pense que ces enfants qui partent, c'est les enfants qui m'intéressent, ils ne voient pas le sens. Une réaction, Bernard Faucreul, ce sera la dernière. Oui. Moi, je vous remercie de votre honnêteté, mais j'entends quand même une sorte de contradiction, si vous voulez, entre, d'un côté, votre discours sur l'éducation, qui me semble être une bonne description de ce que je comprends être la tâche de l'éducation nationale aujourd'hui, et en même temps, le besoin que vous exprimez d'en sortir, c'est-à-dire de compléter le travail rationnel par une dimension affective, créative, que vous allez trouver en allant voir Parsifal. Bon. Mais il me semble que l'enjeu qui se pose aujourd'hui, ici, à Lyon, dans ce colloque, mais plus globalement dans ce pays aujourd'hui, et peut-être même en Europe, c'est de savoir si Parsifal, il ne faut pas l'amener dans la classe, s'il ne faut pas faire en sorte que cette diversité culturelle, qui est une réalité de nos villes, qu'elle soit partagée en tant que telle, est vécue comme une expérience avant d'être rationalisée, ou en même temps qu'on la rationalise. Et il me semble que, tout de même, il faut appeler un chat, il y a un énorme problème avec l'éducation nationale. Et nous le vivons, nous, artistes et responsables culturels, c'est une difficulté majeure à porter nos valeurs en tant que telles et à les faire reconnaître dans un système qui privilégie par-dessus tout la dimension cognitive, le fait d'apprendre et la raison rationnelle. Et là, je pense qu'il serait temps que de discours comme ceci et de la qualité de dialogue et du lien social et interpersonnel qui se fait, qu'il y ait des étapes majeures comme celle dont parlait Jacques Lang hier, c'est de prendre conscience que si, je veux dire les choses un peu caricaturales, si l'éducation nationale veut se sauver, il est grand temps qu'elle fasse appel à l'art et à la culture. Alors, je ne vais pas vous donner la parole, Carole Diamant, parce que ce débat, on pourrait le continuer pendant encore très longtemps. C'est l'heure de la pause. On va se retrouver dans une demi-heure exactement. Et tout à l'heure, je vous le rappelle, on a un temps qui est prévu pour le débat avec la salle et on pourra continuer à argumenter tout ça. À tout de suite.